Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Dans cet épisode, on va parler de deux concepts clés pour la génération procédurale, les processus déterministes et stochastiques. Dans les épisodes précédents à propos de génération procédurale, on a dit que ce concept se reposait sur de l'aléatoire contrôlé pour produire des données à la volée, pendant que le jeu tourne. En fait, c'était un peu une simplification vers le cas le plus courant. En réalité, la génération procédurale, c'est juste créer des données de manière dynamique à l'aide d'un algorithme, plutôt que de la charger depuis la mémoire de l'ordi. Mais l'algorithme qui génère les données peut utiliser plus ou moins d'aléatoire. Quand un processus est complètement fixe et ne contient aucun morceau aléatoire, on dit qu'il est déterministe. En d'autres termes, quand on lui donne les mêmes entrées, un processus déterministe s'exécute toujours de la même manière et produit le même résultat. A l'inverse, les processus qui utilisent de l'aléatoire sont dits stochastiques. Avec un processus stochastique, on peut obtenir des résultats différents même avec les mêmes entrées. Évidemment, le truc chouette, c'est qu'il y a en fait tout un spectre entre purement déterministe et purement stochastique. Et la génération procédurale se situe généralement quelque part entre les deux, avec sa notion d'aléatoire contrôlé. Après, pour les jeux vidéo, on sait que la génération procédurale a deux grands buts. Pour les développeurs, c'est un bon moyen de réduire le nombre d'assets à créer et de réduire la quantité de mémoire requise par le jeu. Et pour les joueurs, ça permet d'avoir plus de rejouabilité en offrant un défi différent à chaque fois. Bon, il est clair que la rejouabilité, ça vient surtout de l'aléatoire, et c'est d'ailleurs pour ça que des jeux comme Rogue en 1980, ou plus récemment Minecraft, ont autant marché. Par contre, auto-fabriquer des assets et réduire l'empreinte mémoire de son app, ça ne requiert pas forcément de l'aléatoire. Typiquement, pensez à la création d'un paysage ou d'un arbre. Dans ces deux cas, il y a des situations où on ne veut pas nécessairement avoir des résultats différents à chaque fois. Le but, c'est juste d'éviter de stocker toute cette donnée 3D sur le disque et de plutôt la générer au moment où on en a besoin. Donc on pourrait écrire un algorithme qui prend certaines entrées et s'exécute ensuite de manière déterministe pour nous donner le bon résultat. Au passage, vous vous souvenez peut-être que dans le dernier épisode à propos de génération procédurale, on a parlé du jeu de la vie de Conway. Eh bien, c'est un exemple d'algorithme déterministe, vu que, à partir d'un état initial et d'un ensemble de règles, on peut prédire très exactement l'évolution de notre grille avec une totale certitude. Mais on pourrait aussi en faire une version stochastique, par exemple en définissant plusieurs règles pour une même situation, et en choisissant ensuite au hasard entre ces possibilités. Ok, mais alors, quand vaut-il mieux utiliser un processus déterministe et quand est-il plus intéressant d'utiliser du stochastique? En général, l'idée c'est que les processus déterministes sont faciles à comprendre et à étudier pendant leur exécution, car ils sont très prévisibles. On peut tester son algorithme avec des données spécifiques et vérifier qu'on arrive au résultat attendu, ce qui aide beaucoup à raffiner et débugger son processus pendant la phase de développement. Les processus stochastiques sont intéressants dès qu'on veut de la variabilité et une certaine incertitude dans nos résultats. C'est pour ça qu'ils sont au cœur de beaucoup de techniques de génération procédurale. De nos jours, ils sont à peu près aussi simples à coder parce qu'on dispose de plein d'outils pour obtenir des nombres aléatoires. Mais ils peuvent être plus difficiles à débugger vu que, cette fois, on ne peut pas prédire les résultats. N'empêche, ça reste un bon moyen de calculer de la diversité et d'ajouter du réalisme à nos jeux parce que, dans la vraie vie, pas mal de processus sont stochastiques, donc on est très habitué à avoir de l'aléatoire autour de nous. Bon, bien sûr, il existe tout un tas de techniques pour implémenter soit des processus déterministes, soit des processus stochastiques. Alors, jetons un œil à quelques-unes. Et pour commencer, parlons des processus stochastiques. Un truc crucial, c'est que la plupart du temps, les outils qu'on utilise pour produire des nombres aléatoires sur un ordi ne produisent pas du vrai aléatoire. À la place, on a souvent ce qu'on appelle des générateurs pseudo-aléatoires. C'est-à-dire qu'on génère en fait une séquence de nombres qui part d'un point choisi à peu près au hasard, mais qu'ensuite on avance dans la séquence de manière logique et prévisible. C'est pour ça que pour vraiment obtenir des résultats aléatoires, il faut définir ce point de départ, appelé la graine, avec une valeur différente à chaque fois.
pour obtenir une autre séquence de nombres et ainsi simuler le hasard. Une fois qu'on a nos nombres aléatoires, on peut les combiner de différentes façons pour obtenir un processus stochastique. En particulier, il existe deux algos stochastiques assez connus et pas trop compliqués dans le game dev. La marche aléatoire, où on avance pas à pas dans une direction aléatoire pour construire peu à peu une chaîne de points. Typiquement, c'est utile pour générer des cartes de villes basiques, mais ça peut aussi être utilisé en physique pour modéliser des mouvements de liquide et de gaz, ou en maths pour des dynamiques de population. Et le processus de Poisson qui peut créer des points distribués aléatoirement, mais relativement bien répartis. C'est d'ailleurs l'outil que j'ai utilisé dans ma série de tutoriels RTS pour trouver des positions aléatoires pour mes unités, quand on sélectionne un groupe et qu'on lui demande de se déplacer sur la carte. Ok, et maintenant parlons un peu des processus déterministes. En gros, ils peuvent être de deux types. Soit on écrit un algorithme avec des transitions déterministes, autrement dit, à tout moment notre état courant détermine totalement le prochain état, ou bien on utilise un algorithme stochastique, mais on force son aléatoire. Un algorithme déterministe, ça peut être par exemple un simple système de if-else où on écrit soi-même les transitions entre des états avec une logique fixe. Ou bien un else system, qui tout comme le jeu de la vie, se sert d'un état initial et de règles d'évolution pour créer une structure de type arbre ou réseau. Les else systems sont souvent utilisés pour créer des cartes ou des arbres dans les jeux, et si vous êtes curieux, il y a un lien dans la description vers un petit script Python que j'ai fait pour les implémenter, ainsi qu'un article que j'ai écrit sur le sujet. Pour finir, forcer l'aléatoire, c'est jouer avec le générateur de nombres d'un processus stochastique pour qu'il produise toujours la même séquence, afin de rendre le processus en lui-même déterministe. En définissant la graine d'un générateur pseudo-aléatoire, son point de départ, on peut en effet forcer la séquence de nombres et ainsi obtenir des valeurs prévisibles. Donc pour résumer, la génération procédurale peut utiliser soit des processus déterministes, soit des processus stochastiques, en fonction du niveau de prévisibilité ou de variabilité que l'on souhaite. Et il existe de nombreux algorithmes dans chaque catégorie, auxquels vous devriez définitivement jeter un œil si vous êtes intéressé par le domaine. Mais bref, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode sur le level design et la génération procédurale, et que vous avez appris quelques trucs sur les processus déterministes et stochastiques. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et à bientôt.